Cette dernière session, on va donc évoquer un sujet connexe au sujet précédent, mais avec un prisme assez différent. On va parler de Web3, on va parler des nouvelles opportunités autour des NFT. Et donc, qui de mieux que toi, je pense, Ina, pour en parler. Je ne sais pas si vous connaissez donc, Ina Modja, mais Ina, c'est un profil, une artiste pluridisciplinaire. Elle fait énormément de choses, elle est chanteuse, elle est photographe, elle est entrepreneur, elle est maman. Donc tu fais beaucoup de choses. Et tu as investi assez tôt, puisqu'au finalement on parle beaucoup de Web3, de NFT depuis fin 2020, début 2021. Toi, ça fait quand même quelques temps que tu creuses le sujet. Donc voilà, je vais te poser des questions autour de ça. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi d'avoir ton point de vue très tangible. Ça sert à quoi quand on parle de NFT? Ça sert à quoi le Web3? Il y a beaucoup de biais, il y a beaucoup de mythes autour de ça. On a besoin d'avoir ta perspective là-dessus. On a déjà parlé de métaverse, donc je ne vais pas en reparler pour l'instant. Peut-être juste l'intro que je pourrais donner par rapport au propos qui va suivre derrière, c'est que dans l'espace du Web3 et dans l'espace du craft numérique, il y a beaucoup de choses différentes qui se passent. Il y a des artistes numériques et des artistes physiques. Nous, aujourd'hui, on couvre beaucoup de choses. On va sortir un produit qui s'appelle les Digital Collectibles, dont vous pourrez voir une maquette juste sur le slide suivant. Là, je vous partage un cas concret d'un artiste qu'on aime beaucoup chez Meta à montrer, qui est Joanna Jakowska, qui utilise aussi les arts. On a beaucoup parlé de VR, vous pouvez le voir en dessous. On parle de MR, je pense que Martin vous en a touché un mot. Évidemment, le travail des mains, mais on peut aussi parler des arts dans cet espace-là. Donc, par rapport à les NFT et l'application concrète des NFT sur nos plateformes, aujourd'hui est déjà disponible un produit aux États-Unis qui s'appelle les Digital Collectibles. Pour l'instant, n'est pas disponible en Europe, mais prochainement, vous verrez que ça arrivera. Des annonces seront partagées. Donc ça, c'est un petit peu l'UX, l'expérience utilisateur autour de notre produit NFT. Qui est pour l'instant assez simple. Il s'agit juste de partager, pour ceux qui produisent ou pour ceux qui collectent, il s'agit juste de partager des éléments digitaux que vous avez acquis par ailleurs, mintés par ailleurs, parce que le jargon Web3, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup d'abréviations, il y a beaucoup de choses différentes. Donc, je vais faire un retour en arrière, maintenant, avant de parler de ce produit technique et de comment nous, on va y aller. Ina, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Est-ce que tu peux te présenter mieux que je ne l'ai fait moi-même? Bien sûr, bonjour à tous. Merci Farah, je suis ravie d'être ici. Alors ça, c'est une photo que j'ai... c'était mon Genesis sur Super. C'est le premier NFT que j'ai vendu il y a presque un an. Et j'ai commencé à travailler dans le Web3 il y a 2 ans. J'ai créé une boîte qui s'appelle Code Green, qui est un mission-driven company. Donc on a une partie qui est non-profit et une autre partie qui est for-profit. Et on se concentre beaucoup sur tout ce qui est art et tout ce qui est social, gender and climate justice. Donc c'est de l'art pour une cause. Et donc on connecte les artistes avec les communautés digitales, avec des entités, des gens, des communautés dans la vraie vie. Et donc ça nous permet de faire différentes choses. Et je travaille aussi en tant que Head of Philanthropy pour un projet qui s'appelle World of Women, qui est le premier Women-led project. On a commencé avec une collection de 10 000 pièces. Et ensuite, au mois de mars, on a lancé la deuxième collection de 22 000. Et donc ça, c'est une photo que j'ai vendue sur Super. Ton premier NFT. Mon premier NFT. Ton premier NFT. J'ai passé 1 an, en fait, à travailler dans le Web3 avant de pouvoir minter mon premier NFT parce que j'avais envie que ça soit spécial. Et j'avais clairement pas le temps parce que je faisais beaucoup de choses en même temps. Donc, créer, j'avais pas assez d'espace mental pour pouvoir créer. Et c'était important que ça ait du sens. Alors, cette photo a été vendue dans le cadre d'une collaboration entre Code Green, World of Women et World Economic Forum, où on a vendu, on était 12 artistes femmes, où on a levé des fonds avec nos œuvres vendues pour
des organisations climatiques dans le cadre de Great Green Wall. Donc tout ce que moi je fais, j'essaye de redonner une partie à des organisations de femmes, de filles ou de minorités. Ce qui est très intéressant dans ta démarche et ce qui a motivé aussi le fait qu'on avait envie de t'entendre, pour beaucoup, le Web3, c'est potentiellement aussi quelque chose d'inconnu, parce que déjà techniquement, donc il y a beaucoup d'acronymes, mais c'est aussi se connecter à un wallet, c'est plusieurs étapes, c'est plusieurs plateformes, c'est naviguer dans vraiment un océan de nouvelles choses très inconnues qui fait peur, qui pose des questions d'ordre impact écologique, etc. Dans ce que toi tu défends, il y a toujours un engagement. C'est important pour toi. Est-ce que c'est ça qui t'a mené vers le Web3, quelque part ? Alors, ce qui m'a mené vers le Web3, c'est la possibilité de pouvoir travailler dans le digital. En tant qu'artiste, que ce soit visuel ou au niveau de la musique, j'essaye toujours de travailler, de créer out of the box. Quand j'ai fait quelque chose, j'essaye de voir un petit peu au-delà pour voir comment est-ce que je peux toujours pousser mon art. Et donc, mon partenaire, qui est aussi artiste, qui est peintre, photographe, etc., faisait beaucoup de choses digitalement. Et c'est lui qui m'a parlé des NFT. La première fois que j'ai eu des questions, comme beaucoup de gens qui aujourd'hui, avec du recul, me semblent un peu bêtes, mais je me disais, mais pourquoi C'était quoi ces questions, du coup C'était les mêmes questions que les Right Click Saver posent. Pourquoi est-ce que cette photo, je peux la screenshotter? Pourquoi ça a de la valeur? Pourquoi sur la blockchain, etc. J'avais pas beaucoup d'éducation par rapport à la blockchain. Je suis une nerd de musique et d'art, mais pas très tech. Donc, je me suis éduquée. J'ai passé 3 mois à vivre, à respirer que blockchain, à vraiment aller dans le rabbit hole et essayer d'en apprendre le maximum. C'est vrai qu'au départ, ça peut être un peu intimidant parce qu'il y a la barrière tech, il y a la barrière sécurité, il y a pas mal de choses, mais finalement, on peut simplifier tout ça. Un NFT et un collectible digital. Donc, quand on enlève le côté non-fungible token, où les gens pensent qu'il faut avoir fait des études pour pouvoir comprendre ce que c'est, on simplifie beaucoup les choses. Je trouve que Reddit a fait un travail incroyable récemment, où ils ont onboardé 3 millions de personnes sans qu'ils se rendent compte que ce qu'ils achetaient étaient des NFT et qu'il n'y avait pas le côté très tech dedans. Donc, il y a toute une éducation à faire et moi, ça me passionne de faire ça aujourd'hui pour d'autres personnes qui, comme moi, débarquent dedans. Et pour un artiste ou pour une galerie, un musée, c'est quoi le reason why? C'est quoi, tangiblement, quel problème pour toi ça résout? Et ça a fait que quand ton partenaire t'en a parlé, tu t'es dit, je dois y aller. Et je dois me mettre à jour dans l'éducation de ce qui se passe pour comprendre. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a le côté d'être sur la blockchain et que quand on mint, à moins de le burn... pardon, j'utilise vraiment des expressions qui... Donc, minter, ça veut dire... en fait, c'est mettre ses œuvres sur une plateforme. Ça peut être aussi acheter un NFT sur une plateforme. Et donc, pour moi, il y a différentes choses. Il y a le ownership, c'est-à-dire posséder quelque chose. Et aujourd'hui, on a envie d'autre chose. On a envie d'expérimenter Internet d'une autre façon. Le Web 1, c'était qu'on pouvait lire. Le Web 2, c'était qu'on pouvait participer avec des posts, etc. On pouvait créer les sites. Et le Web 3, c'est le fait qu'on possède des choses, on possède ce qu'on partage, on possède nos datas, ce qui est intéressant. Il y a aussi l'authentification des œuvres traditionnelles qui peuvent être authentifiées par un NFT qui va avec. Il y a différentes choses, il y a toute la partie tech qu'en tant qu'artiste, on peut inclure dans son travail. Ça, c'est une photo qui est relativement traditionnelle, mais j'utilise maintenant de la 3D mélangée avec de la photo parce que j'ai envie de pousser artistiquement les choses un peu plus loin. Et donc, je pense que c'est une nouvelle façon de vivre et d'expériencer Internet. Et je pense que la pandémie a un peu poussé les choses à ce que ça aille plus rapidement parce qu'on était tous en lockdown et en tant qu'artiste, pour beaucoup d'entre nous, on ne pouvait ni exposer, ni faire de concerts, ni vraiment collaborer avec des gens dans la vraie vie. Donc beaucoup de choses sont passées digitalement, ce qui a poussé en fait à
à ce que les choses s'accélèrent plus. Et c'est un espace et un univers qui bouge très très vite. Il y a beaucoup de choses qui sont en train, tout est à faire. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se construire maintenant, qui sont vraiment en train de former ce que Internet va être demain. Donc quelque part, une réflexion autour de la propriété intellectuelle, qu'on arrive à quantifier et à qualifier la valeur numérique aussi d'un travail. Absolument, que ce soit pour les collectionneurs ou pour les artistes, c'est toujours bien d'avoir cette authentification du travail et des œuvres. Et ça, je pense que aussi le stockage sur la blockchain, ça va être digital et c'est quelque part où c'est pour la vie quelque part. Donc, par rapport à la consommation d'énergie et tout ce qui est sustainability, c'est vrai que ça a été un énorme frein pour beaucoup de gens parce que la main blockchain qui est Ethereum n'était pas super sustainable. Et elle avait une consommation d'énergie qui était remise en question. Et on a vu beaucoup de headlines où les gens disaient que les NFT ruinent la planète. Je suis une activiste pour le climat depuis 10 ans. Je travaille avec les Nations Unies sur le climat. Pour moi, c'était important de regarder dedans et de savoir, de comprendre où était le problème et comment est-ce que je pouvais y faire face et le gérer. Ça nous fait un bon segue, donc je vais tout de suite passer à la partie Code Green, et puis on reviendra sur World of Women après. Ton activisme écologique, donc ça fait 10 ans, ça s'est traduit par cette entreprise, Code Green, qui a plusieurs missions. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on voit, c'est les statements qu'on voit sur le site internet de Code Green. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste ou en tant qu'institution, je peux m'insérer dans ce que tu fais? Où est-ce que je coche la case? Comment je peux reach out? Comment je viens à toi? Alors nous, ce qu'on fait avec Code Green, on est 3 cofondateurs. Mon partenaire, moi, et un troisième cofondateur qu'on a rencontré sur un projet qui s'appelle The Great Green Wall, qui était... il travaillait pour les Nations Unies et il gérait ce projet-là. Et moi, j'ai rejoint ce projet il y a 6 ans et j'ai fait un plaidoyer pour que ça devienne un mouvement. Et en 5 ans, on a travaillé autour de l'art pour attirer vraiment l'attention des gens, mais aussi du leadership. On a fait un film documentaire où on a utilisé beaucoup la musique. Il y a un storytelling avec l'art et l'activisme qui était très fort. Et grâce à ce qu'on a fait, le projet a réussi à lever 20 milliards de dollars pour pouvoir être financé. Donc on s'est rendu compte du pouvoir que l'art peut avoir quand il va avec l'activisme. Et donc le Code Green, naturellement, a été la nouvelle démarche parce qu'on est un peu moderne et qu'en travaillant avec des grandes institutions qui bien sûr font bouger beaucoup les choses, comme les Nations Unies, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'être plus mobile et plus moderne et plus rapide. Et donc la blockchain, c'était quelque chose qui était naturel pour nous d'emmener ça, parce que c'est un espace où les artistes ont vraiment une parole et une voix, et l'activisme aussi, parce qu'il y a un sens de redonner un peu de ce qu'on a gagné. Donc avec Code Green, en fait, on travaille avec des artistes, des collectionneurs, des institutions, des plateformes. On est vraiment au centre de tout ça et on fait en sorte que tout le monde travaille ensemble, qu'on fasse de l'art qui soit très cool et qui se vende et qui lève beaucoup d'argent, et une partie des fonds est reversée pour soutenir des organisations, parce que quand on lève 20 milliards, il faut beaucoup de temps pour que ça arrive aux organisations, alors que sur la blockchain, c'est presque instantané de faire des transferts. Donc c'est aussi par rapport à ça. Donc on éduque les organisations non-profit à tout ce qui est Web3, donc on les accompagne, on les aide à créer leur wallet, on les aide à comprendre comment convertir les cryptocurrencies en fiat, en dollars, ou peu importe l'argent où ils sont. Et donc on arrive à créer comme ça un lien, un bridge entre toute cette vie digitale qui est très très vibrante et très engagée et le real life. Donc si tu avais... C'est la première étape pour des personnes qui n'ont pas mis de pied dans le Web3. C'est quoi la première des premières étapes? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut essayer de comprendre comment créer son wallet.
parce pour l'instant, on a tous besoin d'un wallet qui est un portefeuille qui permet de pouvoir acquérir des NFT. Et donc, c'est très simple. Il y a pas mal de vidéos qui sont disponibles en ligne pour ça. Et comprendre la base de la sécurité pour éviter de se retrouver dépouillé dès le départ. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des plumes au départ et qui ont été un peu échaudés. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir comprendre ça. Et il y a pas mal de gens qui créent du content avec les expressions, les abréviations pour comprendre. La première chose que vous devez savoir, c'est GM. Parce que c'est quelque chose que dans l'espace NFT est très important pour nous. Ça veut juste dire good morning, mais c'est devenu un peu la phrase qu'on utilise, peu importe l'heure d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est 24 heures sur 24, vu que c'est un espace qui tourne autour du monde, donc il y a toujours quelqu'un qui est réveillé quelque part. DYOR aussi, je l'aime beaucoup celui-là, oui. Do Your Own Research, qui fait écho à ce qui se passe maintenant entre nous, c'est-à-dire que c'est un espace tellement nouveau que INA en propose une version, une vision, et que c'est un monde aussi qui appelle à ce que vous fassiez tous, enfin, ce qu'on fasse tous notre recherche personnelle. Et dans cette optique de recherche perso, ton top 1 ou 2 ressources, je sais qu'il y a des gens ici qui sont des médias qui vulgarisent le Web3, WAGMI Trends, je pense qu'il y a du travail qui est fait aussi chez Renaissance. Toi, c'est quoi ton top ressources, les 2 liens, les 2 articles à lire pour monter en compétence sur le sujet? Alors moi, j'adore faire des recherches, j'adore passer mon temps à vraiment aller dans les rabbit holes. Donc je passe pas mal de temps sur Discord, je passe pas mal de temps à lire un peu les white papers des projets, à essayer de comprendre quel est le but du projet, ou est-ce qu'ils ont une roadmap. La roadmap, c'est un petit peu le projet en lui-même, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de créer dans les mois, dans les années à venir, avant de rentrer dans un projet. J'ai rajouté à ça Reddit, où il y a des Reddit où on apprend pas mal de choses. Donc j'essaie de m'éduquer au maximum, parce qu'en devenant leader dans cet espace, il faut en savoir le maximum pour pouvoir avoir un rapport avec la communauté et être à l'écoute et pouvoir répondre quand ils ont des attentes. On va revenir un tout petit peu en arrière, parce qu'il y a un projet sur lequel on n'a pas passé beaucoup de temps, qui est celui de World of Women, qui est un projet donc, pour une autre cause, pas changement climatique, mais qui réunit aussi des artistes, qui a été fondé par une artiste à la base, et autour de 10 000 pièces, c'est ça? Oui, absolument. Alors World of Women, c'est la première collection d'NFT de 10 000 pièces qui est centrée sur les femmes. Et c'est le premier woman-led project. Donc l'artiste s'appelle Yam Karkai, et elle est illustratrice, et elle était la première à lancer ça, parce qu'on avait vu les CryptoPunk, on avait vu Bored Ape, et donc en regardant autour, elle se disait qu'il y avait rien qui lui ressemblait, il y avait rien qui lui parlait, et donc elle a créé ça en juillet 2021. Et donc World of Women, celle-ci c'est la mienne, celle-là aussi d'ailleurs. Et l'idée, c'est de réunir une communauté de gens qui soutiennent la diversité, l'inclusivité, le women empowerment. Et donc, ce qu'on fait, c'est de l'art, mais avec des valeurs. Et une grande partie des fonds levés, on a commencé avec une collection de 10 000 pièces et, en juillet 2021. Et en mars 2022, on a lancé une collection de 22 000. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'art et une partie des fonds qui est reversée pour tout ce qui est social, gender and climate justice. Donc ça, c'est mon rôle au sein de World of Women. Je suis Head of Philanthropy, donc je travaille avec des organisations. On aide des moyennes et des petites organisations qui n'ont pas forcément accès au financement. Et on les aide, on fait un partenariat avec eux sur l'année, on les aide financièrement, mais aussi à ce que nos communautés digitales s'intéressent à leur travail et puissent les soutenir individuellement. Donc moi, si je suis artiste numérique ou créateur 3D, si je veux prendre part à ce projet, comment je fais? Je t'envoie un DM sur Instagram comment je fais? Alors, il y a 2 façons d'être dans le projet. Il y a soit être holder, ça veut dire posséder un des NFT. Donc, ils sont disponibles sur OpenSea, sur Looksrare, sur Coinbase.
donc l'acheter et donc faire partie intégrante de la communauté, c'est-à-dire avoir une voix dans la DAO, pouvoir voter pour les différents projets qu'on soumet à la DAO, ou sinon juste participer comme quelqu'un qui aime le projet et veut soutenir, et donc être un membre de Discord et participer à la vie qu'on crée digitalement. Et quelque chose qui est très important pour nous, c'est qu'on a créé quelque chose qui s'appelle The Wow Fund, qui est un fonds qui investit sur les artistes Web3. Donc, ça va des artistes qui sont que Web3 aux artistes traditionnels qui font leurs premières œuvres digitales. L'idée, c'est de vraiment avoir un fonds où financièrement, on achète leurs œuvres. Mais une autre chose qu'on fait, c'est qu'on achète aussi des œuvres qu'on redonne à notre communauté et qu'on leur envoie, qu'on leur airdrop gratuitement. Donc l'idée, c'est vraiment de toujours mettre en avant l'art, de toujours soutenir les artistes financièrement, parce que la pandémie a montré encore plus, a mis encore plus de lumière sur à quel point les artistes parfois peuvent être dans des situations difficiles parce qu'ils ne sont pas vus comme... c'est pas vu comme un travail essentiel, donc, mais c'est quelque chose qui... la culture est essentielle pour la vie et pour nos sociétés. Donc, c'est ce qu'on fait à World of Women. Je pense qu'on a un public acquis à cette cause, a priori. Et je voudrais peut-être finir en revenant un peu plus personnellement sur toi. Cette photo, Dreamcatcher, c'est pris à Mexico, pas Mexico City, mais au Mexique. À Cihuatanejo, au Mexique. Oui. Et c'est une photo que tu as vendue avec Christie's. Oui, c'est ça. Alors, on a fait, comme les différents partenaires qu'on a, Christie's était un d'entre eux. Et j'ai participé à la curation d'une vente de Christie's et il m'avait invité à participer à la vente. Et donc, j'ai emmené 3 artistes, dont 3 artistes noirs, parce qu'on voulait emmener de la diversité. C'est très important de pouvoir donner la voix à tout le monde, parce qu'on est en train de créer un nouveau monde. On veut s'assurer qu'il est beaucoup plus inclusif que dans la vie réelle, que la société qu'on a aujourd'hui. Et donc ça, c'était mon rôle, et ça, c'était l'œuvre que moi, j'ai partagée. Et l'idée, c'était qu'une partie des fonds levés à travers cette vente soit reversée pour The Great Green Wall et soutienne des organisations climatiques. Christie's, c'est un nom très établi dans l'art. Je pense que ça parle à tout le monde. Tu sens que de plus en plus, il y a une traction, une expertise qui se développe et une volonté... Enfin voilà, si je te dis la question bateau, mais d'ici 3 ans, c'est quoi le futur du Web3 et où est-ce qu'on sera ? Tu penses que ces acteurs-là vont contribuer aussi à vraiment vulgariser et porter le message ? Christie's a énormément contribué à emmener de la lumière et à construire le Web3 pour les artistes. Parce que grâce à la vente de Beeple chez Christie's, qui a généré 69 millions avec une œuvre qui était faite de 5000 œuvres individuelles, il y a eu un intérêt beaucoup plus mainstream. Il y avait des gens qui n'étaient pas du tout dans cet espace, qui en ont entendu parler. Peut-être que pour certains, c'était la première fois dont ils entendaient parler des NFT, mais Christie's, Sotheby's, sont très présents depuis un bon moment dans l'espace et font des ventes NFT et soutiennent beaucoup les artistes pour ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on est au début de quelque chose. Donc, quand on a des idées dingues comme moi, très souvent avec mon équipe, on peut frapper à la porte d'entités comme ça auxquelles on n'aurait pas eu forcément accès il y a 5-10 ans, et pouvoir créer des projets complètement fous. On arrive un peu à la fin de cette discussion. Peut-être, est-ce que tu nous recommandes 1 ou 2 profils d'artistes à suivre sur Insta, ou pas sur Insta d'ailleurs, n'importe où, qui sont pour toi des artistes Web3, NFT c'est qui tes artistes préférés ? C'est la question qui va me mettre, qui va me créer des problèmes, parce que j'ai beaucoup d'amis artistes dans cet espace. Mais il y a des artistes incroyables. Il y a Shavon Wang, qui est une artiste asiatique qui est incroyable, qui travaille à la photographie et qui fait de la 3D, qui vraiment, c'est un mix média qui est extraordinaire. Et j'aime beaucoup son travail. Et il y a
vraiment, cet espace permet à tellement de talents d'exister. Je pense que je vais commencer une série, probablement sur Instagram, avec la liste d'artistes que j'aime bien. Et il y a surtout des genres différents. La photographie est quelque chose qui est très présente désormais dans cet espace. Il y a un an, c'était un peu moins connu, mais aujourd'hui, c'est un genre qui marche très bien. D'ailleurs, je vais embarquer Alexis là-bas pour faire son premier NFT de photographie. Et il y a aussi tout ce qui est mise en scène et œuvres conceptuelles qui fonctionnent très bien. L'art, tout ce qui est 3D marche très bien. Il y a vraiment les music NFTs qui, pour l'instant, n'ont pas explosé comme l'art visuel, sont en plein. Il y a beaucoup d'excitation, il y a pas mal de choses qui se passent. Donc, c'est vraiment différents genres qui sont en train de voir le jour devant nous et qui vraiment méritent l'attention. Donc, peu importe le type d'art que vous aimez, je suis sûre que vous allez trouver des artistes qui, aujourd'hui, dans l'espace NFT et sur la blockchain, le créent. Il y a Hermine aussi qui fait de la sculpture, qui est une artiste... Hermine Bourdin. Exactement, Hermine Bourdin qui fait de la sculpture qui est extraordinaire. Et oui, la liste est très longue, mais je la partage sur Instagram. Avec plaisir. On a hâte de voir ça. Est-ce que vous avez des questions pour Ina? Moi, j'ai fini avec les miennes. Soyez pas timide. Ah. Une question très pratique, je dirais, mais pour quelqu'un qui se lance pour la première fois, voilà, comment tu fais ta première acquisition d'un NFT, mis à part ton appréciation d'une œuvre, etc. Comment tu te renseignes un petit peu sur la valeur d'une œuvre dans ce monde digital, etc. C'est quoi pour toi les premiers steps pour quelqu'un qui a envie de s'élancer? Je reviens à ce que Farah disait tout à l'heure. C'est vraiment do your own research. Recherche sur des plateformes qui ont des curateurs, par exemple. Et c'est bien de regarder ce que les artistes ont fait avant. De regarder, par exemple, sur Tezos, il y a des plateformes comme Object qui sont super. Il y a SuperArt, il y a Non-Origin. C'est des plateformes où, pour pouvoir onboarder les artistes, il y a eu un peu de recherche qui a été déjà faite. Et après, il y a OpenSea, mais le problème avec ça, quand on commence tout de suite, aller directement sur OpenSea, on peut tomber sur des fausses collections ou des œuvres qui sont des plagiats. Donc, c'est bien d'aller voir sur ces plateformes-là qui ont déjà eu un premier vetting. Et puis, il y a tellement d'artistes extraordinaires dedans qu'on peut vraiment trouver ce qu'on cherche. Et puis, en fonction de sa sensibilité, en fonction du type d'art qu'on cherche, on trouve. Juste pour donc OpenSea, SuperRare, Foundation, la plateforme de Tezos aussi, c'est des marketplaces. Exactement. Pour que tout le monde sache, c'est des marketplaces où on échange, on mint, on fait des enchères entre particuliers. Parfois aussi des galeries ou des associations peuvent être dessus. Mais c'est vraiment des plateformes de marketplace. Oui, absolument. Ce sont des marketplaces. Et la différence avec OpenSea, c'est que n'importe qui peut minter dessus. Donc, parfois, il y a des gens, par exemple, à World of Women, on a des fausses collections qu'on doit reporter régulièrement parce que les gens prennent la même image, la screenshot et ils la remettent. Donc, quand on est débutant, je pense qu'il vaut mieux se renseigner un peu avant. Et je pense que les plateformes où il y a des curateurs sont le premier step. Il y a des médias aussi, les galeries, on est quand même chez Perrotin aujourd'hui, ont un rôle de prescription et continueront, je pense, de l'avoir. Donc on attend aussi de voir leurs avis sur ces questions. Et je pense que c'est intéressant aussi de suivre des gens qui sont dans cet espace et qui connaissent les artistes et qui construisent dans cet espace et qui, à un moment donné, savent un peu quels sont les projets qui sont intéressants et valent la peine d'être suivis.
Bonjour, déjà merci pour tout le positivisme et l'élan que tu nous as partagé à travers cette présentation. Donc moi je suis Wissam Echi, j'ai une question un tout petit peu égoïste, mais qui ouvrira le débat notamment sur les enjeux sociaux. Aujourd'hui, moi j'ai une association à côté de mes activités qui aide les femmes fragilisées par la vie à se reconstruire via l'entrepreneuriat. Et quand je vois ce que tu évoques de mêler social et art, et tu aujourd'hui aller chercher des financements chez Christie's ou autres à travers des programmes de mécénat, ça implique tous les sujets que tu connais, de construire des dossiers, de prendre du temps pour recevoir l'argent, etc. Comment tu vois finalement derrière, pour des petites associations comme pour des grandes, la recherche de financement par la suite et comment scaler entre guillemets cette partie-là à travers les NFT et pourquoi pas l'art? Et moi, j'encourage beaucoup les organisations à s'éduquer dans le Web3, à créer un wallet. Par exemple, je suis marraine d'un endroit qui s'appelle la Maison des Femmes. Et donc, l'année dernière, je les ai incitées à créer leur wallet. Et du coup, après une vente, elles ont reçu leur premier Ethereum. C'était sur la blockchain Ethereum. Et on a fait un appel où je leur ai un petit peu dégrossi ce que ça veut dire. Je vraiment insiste. Aujourd'hui, aux États-Unis, par exemple, il y a une plateforme qui s'appelle The Giving Block, qui est une plateforme où il y a beaucoup d'organisations et où les gens, les donateurs font le don et Giving Block se charge de redistribuer ces fonds-là. Malheureusement, ça n'existe pas encore en France ou en Europe, mais je pense que ça ne va pas tarder. Mais je pense que les organisations, quand ils créent leur wallet, ils peuvent vraiment recevoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui... ça fait partie du travail qu'on fait à Code Green, de vêter les organisations non-profit, voir ce qu'elles font et si elles sont légitimes, etc. Et ensuite diriger les donateurs vers eux, que ce soit des donations... en une fois, ou que ce soit des partenariats où vraiment les gens soutiennent pour une durée beaucoup plus longue les projets. Mais oui, vous pouvez m'envoyer un message, on en parlera. Et vous pouvez aussi créer vos propres NFT. Il y a quelque chose qui... le fundraising à travers les ventes d'NFT est quelque chose qui a bien marché. Quand la guerre en Ukraine a commencé, tout l'espace, toutes les communautés se sont regroupées pour lever des fonds. Et on a réussi à lever pas mal d'argent comme ça. Parce qu'il y avait une urgence, il y avait un moment où tout le monde avait envie de contribuer. Donc c'était des artistes qui donnaient leurs œuvres et des collectionneurs ou des gens de la communauté qui les rachetaient. Et les fonds étaient donnés. Et ensuite, là, avec ce qui se passe en Iran, qui est quelque chose de très grave et que le monde entier devrait soutenir. Ce qu'on fait, c'est qu'on emmène tout ce qui est awareness, donc l'attention des gens, des communautés. Ce qui est bien dans ça, c'est que tout le monde a une voix et tout le monde est actif. Et on lève des fonds qu'on redistribue à des organisations sur le terrain pour les soutenir financièrement et aussi être leur voix, parce que c'est comme ça qu'on arrive à relayer un peu le message aussi. Mais je trouve que créer des mouvements dans le Web3 est quelque chose d'essentiel et de très puissant. Plus de questions du tout? Non. Bah écoute, merci beaucoup Ina. Merci.